Bienvenue dans le podcast de l'aviation présenté par Jean-Raphaël Drahi. En partenariat avec Soprasteria, leader de la tech dans les secteurs aéronautique, défense et spatial. Bienvenue dans Décarboner l'aérien, une industrie en transition, la mini-série du Journal de l'aviation, soutenue par le GIFAS, qui représente l'ensemble des acteurs de l'industrie aéronautique et spatiale, soit plus de 500 entreprises, fabricants, équipementiers, ETI, PME et start-up, qui s'activent au quotidien pour préparer un avion décarboné et plus durable. Le ciel de demain sera-t-il vert ? Et sous quel drapeau ? La transition écologique du transport aérien est désormais un enjeu technologique, économique et géopolitique majeur, mobilisant les États-Unis, la Chine et bien sûr l'Europe. Trop souvent perçue comme un simple continent de régulation, l'Europe détient pourtant des atouts industriels colossaux, avec Airbus en tête. Elle représente déjà la moitié de la flotte civile mondiale. Dans ce dernier épisode, nous explorerons les approches, les ambitions et les stratégies de ces grandes puissances en soulignant la place centrale et déterminante de l'Europe dans la course au ciel décarboné de demain. La décarbonation de l'aéronautique n'est pas seulement une question d'environnement, c'est une bataille stratégique. Chaque grande puissance avance avec ses propres priorités. Sur le plan de l'empreinte carbone, le transport aérien est responsable d'environ 2,5% des émissions mondiales de CO2, soit près d'1 milliard de tonnes. Un chiffre précis lié à la consommation de carburant. Les impacts indirects, notamment liés aux traînées de condensation, sont encore un sujet à des incertitudes importantes. Les États-Unis misent sur l'innovation privée et les incitations fiscales, la Chine investit massivement pour rattraper son retard technologique et l'Europe, elle, combine régulation et stratégie industrielle intégrée. 3 visions, 3 vitesses et une compétition globale. Pour illustrer le poids des émissions nationales, l'aviation américaine représente environ 25% des émissions mondiales de l'aviation, tandis que la croissance du secteur chinois est de 7 à 9% par an depuis 2010. En termes d'approche réglementaire, nous avons le contraste entre la FAA américaine, qui est plutôt minimaliste avec des incitations de marché, et l'impact de l'IRA en stand-by pour le moment depuis l'arrivée du gouvernement Trump, et la CAAC chinoise, qui suit une stratégie centralisée avec des objectifs chiffrés pour 2035-2060, des quotas de carburant durable de SAF et des zones pilotes. L'Europe, forte de ses ambitions de décarbonation, doit naviguer entre les stratégies parfois désynchronisées de ses États membres. Cette coordination est-elle le principal défi pour une réponse européenne unifiée face aux grandes puissances ? Sébastien Jean de l'IFRI nous éclaire sur cette complexité. Comme souvent dans ces affaires d'économie internationale et même d'économie domestique d'ailleurs, le principal défi pour l'Union européenne, c'est la coordination. Mettre en place une politique industrielle, si elle n'est pas complètement horizontale, ça veut dire qu'on va favoriser certains secteurs, certains acteurs éventuellement, mais on n'est pas obligé de le faire même au niveau fin, mais dans tous les cas, certains secteurs par rapport à d'autres. Le problème spécifique de l'Union européenne, c'est que ça va présenter des avantages et des inconvénients pour les États membres. Et donc, certains États membres vont s'en trouver favorisés, d'autres beaucoup moins. Si bien qu'on a beaucoup de mal à trouver un consensus par rapport à des politiques données. Et de toute façon, on a toujours ce problème d'alignement des priorités nationales au sein des États membres parce que, justement, leurs intérêts ne sont pas les mêmes. Leurs intérêts économiques, parfois leurs priorités politiques également. Et dans les technologies qui sont au cœur de défis industriels d'aujourd'hui, qu'il s'agisse de haute technologie numérique, qu'il s'agisse des technologies vertes, on est souvent face à des technologies qui nécessitent des coûts fixes très importants ou qui présentent des économies d'échelle importantes, c'est-à-dire des technologies pour lesquelles la taille est un facteur essentiel d'un déploiement efficace. Donc, par conséquent, on ne peut pas se permettre de subir une action trop fragmentée parce que c'est extrêmement coûteux. Donc, c'est effectivement un vrai problème pour l'Europe. J'ajoute qu'au fur et à mesure que les enjeux de sécurité économique se précisent, on se déplace sur un terrain qui est à l'articulation de l'économique et du sécuritaire. Or, en Europe, l'économique est assez communautaire et souvent une compétence communautaire relativement centralisée dans ses règles, voire parfois dans ses institutions, alors que le volet sécuritaire est associé à des politiques étrangères qui sont et qui restent avant tout nationales. Donc, l'articulation de ces deux domaines est difficile pour l'Union européenne.
Au-delà des stratégies macroéconomiques et réglementaires, le secteur aérien est confronté à des défis de perception et doit faire valoir ses efforts concrets. Franck Golnaden, directeur des aéroports de la Côte d'Azur, nous partage la vision et les actions de terrain de l'industrie face à ces enjeux. On a tendance à partager, c'est-à-dire nos bonnes pratiques, on les partage, nos réussites, éventuellement nos essais qui n'ont pas donné satisfaction, pour que les autres aéroports puissent, en connaissance de cause, prendre les bonnes décisions. Voilà. On n'impose à personne de faire comme nous. Chacun est libre de faire. Par contre, on est convaincu que c'est par un travail cohérent entre réseaux aéroportuaires qu'à la fin des fins, on gagnera cette bataille de la communication. Parce qu'aujourd'hui, on entend trop souvent que le secteur de l'aérien ne fait pas assez d'efforts. C'est faux. On fait tous beaucoup d'efforts. L'aérien a toujours été une terre d'innovation. Et aujourd'hui, l'ensemble de l'écosystème de l'aérien fait tout pour réduire son impact environnemental et être au rendez-vous des enjeux environnementaux. Mais on est aussi au cœur de la mobilité internationale, de la mobilité mondiale, de la mobilité même hexagonale. Quand un Azuréen veut aller pour son travail ou pour ses besoins personnels visiter sa famille à Lille, à Nantes ou à Strasbourg, il y a très peu d'alternatives à l'aérien pour pouvoir le faire. Donc, on a à la fois une obligation, mais une obligation liée d'une volonté d'offrir un service, une capacité de déplacement à nos clients. Derrière ces cadres réglementaires se construisent des stratégies industrielles de long terme. Tandis que les États-Unis s'appuient sur la dynamique d'innovation privée avec Boeing, les startups et les carburants durables, la Chine, elle, structure un écosystème technologique autour de l'hydrogène, de l'électrique et de Comac. L'Europe, quant à elle, déploie une approche intégrée combinant innovation industrielle et régulation. Le modèle américain mise donc sur ses carburants, les fameux SAF et l'innovation, sur les investissements de la FAA et du DOE. Boeing s'est engagé à ce que ces appareils soient 100% compatibles SAF d'ici 2030. Et des startups comme ZeroAvia ou Universal Hydrogen émergent avec des alternatives prometteuses. La stratégie chinoise, elle, se tourne vers l'hydrogène et l'électrification avec un rôle central pour Comac. Leur plan quinquennal prévoit un démonstrateur hydrogène dès 2026, des tests hybrides électriques avec Biyang et Comac et de l'industrialisation de batteries solides. L'objectif est double, réduire la dépendance étrangère et exporter leur propre modèle. L'Europe en transition, elle, met l'accent sur la régulation, le leadership industriel et une accélération stratégique. Airbus, qui représente 50% de la flotte mondiale, joue un rôle clé, aux côtés d'acteurs majeurs comme Safran ou Thales. Des programmes phares comme ZeroE, Rise et Clean Aviation sont en cours, soutenus par la régulation européenne via la taxonomie verte et Refuel EU. Pour illustrer ces avancées concrètes sur les nouvelles propulsions, Jean-Christophe Lambert, CEO et cofondateur d'Ascendance, nous présente l'état de leur développement hybride électrique. En termes de feuille de route de notre technologie Sterna, de façon très immédiate, on est compatible des énergies SAF, type SAF et type Jet A1 qu'on associe avec une batterie. Donc la technologie au banc sol est en essai depuis déjà 3 ans. Donc on est très avancé sur ce développement-là. On est en lien constant avec l'EASA car le premier adopteur de notre technologie et à l'emmener en vol, ce sera notre avion ATA qui est prévu pour un vol l'année prochaine. Cette technologie, elle a déjà volé aussi de façon miniaturisée sur un drone de l'air qu'on développe pour la DGA, donc pour une application défense. Et on a d'autres partenariats, notamment avec Daher, avec qui on est sur une phase d'étude, et avec Airbus, qu'on vient juste annoncer sur une phase plutôt technologique, en fait, donc très amont. Donc on voit que la technologie, à la fois, elle fonctionne au banc, mais qu'elle a différentes applications du petit drone à potentiellement des avions plus gros, sur forcément des temporalités différentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de la mettre sur un drone, sur un avion, on va dire 10-20 places, et sur des avions beaucoup plus gros, ce sera plutôt à échéance 2030-2035, mais là, ça dépend des avionneurs. Au-delà des innovations comme la propulsion hybride électrique, la décarbonation du secteur aérien exige l'activation de l'ensemble des leviers possibles. Kevin Guittet, sous-directeur du développement durable à la Direction générale de l'aviation civile, nous explique la contribution essentielle de chacun de ces leviers, en particulier le rôle prépondérant des carburants d'aviation durable et les défis de leur déploiement.
il est nécessaire de déployer l'ensemble des leviers de décarbonation. Il faut responsabiliser tous les acteurs, tous ont leur rôle à jouer. Tous, par contre, n'auront pas la même contribution à la décarbonation du secteur. Le levier qui contribue le plus, et on peut actionner directement à court terme, c'est les carburants d'aviation durable. Et quand on regarde les trajectoires de décarbonation, alors je pense naturellement à celle de la filière, parce que la filière a proposé une trajectoire de décarbonation, c'était en application de la loi climat résilience, et ça représente sur 2018-2050 50% de la décarbonation. Donc c'est une contribution qui est, et sur les dernières années bien plus, c'est une contribution principale, mais ça se travaille aujourd'hui, et aujourd'hui on manque de capacité de production. Donc l'enjeu numéro 1 pour moi, c'est de travailler pour débloquer les investissements sur des capacités de production et s'assurer qu'on aura à terme les volumes nécessaires pour décarboner le transport aérien. Mais ça ne doit pas être exclusif des autres leviers. Ces défis technologiques se manifestent au cœur de la conception même des aéronefs, notamment au niveau des moteurs. Le programme RISE, en particulier, incarne cette ambition de rupture technologique avec son architecture Open Fan. Cette approche novatrice vise à libérer de manière significative le rendement propulsif, promettant une réduction des émissions de CO2 de 20% et même jusqu'à 80% en combinaison avec les carburants durables. Une telle avancée exige une collaboration étroite avec les avionneurs et les autorités de régulation pour l'intégration et la certification. Delphine Dijoux, Vice-President Engineering Deputy Commercial Engine chez Safran, nous détaille les étapes clés de cette concrétisation, notamment les essais et les travaux de certification de l'Open Fan. On est en train de travailler avec les différents acteurs pour avoir une base de certification adaptée à cette architecture prometteuse et aussi intégrer ces exigences dans la conception. Il y a une pièce qui est quand même emblématique sur un Open Fan quand on parle de spécificité de certification, c'est Open Fan, c'est l'hélice qui est clairement au cœur de l'enjeu. L'enjeu aussi pour nous, c'est de la tester le plus en amont possible et c'est ce que permet RISE, bien en amont du développement, de tester nos technologies, de les robustifier. Et donc, on est sur cette pièce emblématique, déjà à plus de 200 essais mécaniques réalisés. On continue à travailler dessus, en s'appuyant aussi sur toute l'expérience en service. On est sur une aube en composite qui bénéficie de la technologie 3D tissé RTM de Safran développée pour le moteur CFM LEAP. Et donc, ce moteur LEAP a déjà plus de 70 millions d'heures de vol au compteur. Et donc, on peut s'appuyer sur toute cette expérience en flotte pour préparer la certification et l'intégration de ce futur produit. Donc, on a mené un certain nombre d'essais, de l'ordre de 200. On continue. On a aussi en train, au niveau Safran, d'investir dans des nouveaux moyens d'essai, avec des moyens d'essai qui sont plus grands, qui sont adaptés à la taille et à l'enjeu de ce nouveau produit et de l'architecture Open Fan. Et on aura un nouveau banc, par exemple, à Villaroche, pour tester la partie tournante et l'aube dès 2026. Et donc, on pourra le tester en grandeur nature encore et le pousser encore un peu plus loin. Donc ça, c'est pour les aspects d'essais modulaires. Et on va continuer aussi sur les essais sur avion, c'est-à-dire que d'ici la fin de la décennie, on vise d'avoir des démonstrations en vol. Et cette démonstration en vol, c'est un vecteur important pour préparer un moteur certifiable dans sa compréhension, dans les apprentissages et dans l'utilisation de ces bases de certification. Derrière les ambitions écologiques affichées, la réalité économique de la transition constitue un facteur différenciant majeur entre les États-Unis, la Chine et l'Europe. Le financement des technologies bas carbone des infrastructures de production et des surcoûts opérationnels exige des moyens massifs. Chaque puissance a fait des choix radicalement opposés. Incitation de marché aux États-Unis, pilotage industriel dirigé en Chine et mix en Europe. Aux États-Unis, le modèle jusqu'il y a peu de temps reposait sur les incitations fiscales et les logiques de marché, comme le montrait l'Inflation Reduction Act, l'IRA, avec ses 369 milliards de dollars d'investissement vert et les crédits d'impôt pour les SAF. Ce modèle présente cependant des vulnérabilités, notamment la volonté politique et la fragmentation réglementaire. Nous venons de le constater il y a quelques mois avec l'arrivée du gouvernement Trump. La Chine, elle, privilégie l'intervention directe et la planification stratégique. Le 14e plan quinquennal alloue 20 milliards de yuan avec des subventions directes aux entreprises publiques et des lignes de crédit bonifiées. Ces limites pourraient être un risque de surcapacité non rentable et un manque de transparence. L'Europe, quant à elle, utilise une combinaison de leviers financiers et régulatoires. Des programmes comme Clean Aviation avec 4,1 milliards d'euros et Horizon Europe, 95 milliards d'euros pour la R&D verte, soutiennent l'innovation. La régulation, elle joue un rôle clé, notamment avec les obligations d'incorporation de SAF
prévu par Refuel EU. La difficulté pour déployer les carburants d'aviation durable aujourd'hui, c'est qu'on est sur des carburants qui sont extrêmement chers et donc il n'y a pas une demande naturelle. Kevin Guittet, Direction générale de l'aviation civile. On a un mandat d'incorporation pour donner de la visibilité aux investisseurs, mais nécessité pour s'engager quand on est investisseur dans de la construction d'usines, il faut la perspective non seulement sur les volumes, mais sur les prix à terme pour boucler des modèles d'affaires, être capable de calculer des retours sur investissement, etc. Et il y a une incertitude sur les prix de marché. Et on sait que les premières usines qui vont se monter, parce que la technologie n'est pas encore très mûre, parce qu'il y a des économies qui vont venir avec le déploiement des capacités de production, l'expérience, le passage à l'échelle, vont être moins chères. Donc aujourd'hui, pour les premières unités de production, pas des unités qui seront peut-être moins compétitives, et donc une difficulté pour se lancer, à la fois donc des investisseurs et des compagnies aériennes pour s'engager sur des achats de long terme. Ces investissements colossaux, comme le souligne Kevin Guittet, nécessitent une coordination et un soutien sans précédent. Mais comment cette réalité économique et ces impératifs de financement sont-ils perçus par les principaux acteurs, notamment les compagnies aériennes ? Pascal de Isaguirre, président directeur général de Corsair et président de la FNAM, nous apporte son point de vue. Ce que je voudrais rappeler d'abord en premier lieu, c'est que de toute façon, les compagnies aériennes disposent déjà d'une incitation économique naturelle à réduire leurs émissions parce que c'est le coût du kérosène qui représente de l'ordre de 27 à 30% du total des dépenses d'une compagnie. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, le mécanisme de l'ETS, il est particulièrement efficace puisqu'il garantit chaque année l'atteinte de l'objectif que l'Union européenne s'est fixé en matière de décarbonation pour les liaisons intra-européennes et est complété par le mécanisme Corsia qui, lui, s'étend au-delà de l'Union européenne et couvre une large partie des émissions de CO2 à l'échelle mondiale. Mais moi, je voudrais insister sur un point, c'est qu'au-delà de ces mécanismes ETS et Corsia, c'est qu'il y a un ensemble de mesures, tout un dispositif de mesures, de contraintes à caractère environnemental en vue de, évidemment, réaliser les objectifs de décarbonation de l'aviation. Je considère que ce dispositif, aujourd'hui, est déjà très complet, il est déjà très contraignant. Il représente des efforts assez considérables à financer par le secteur aérien et je pense que l'ensemble de ce dispositif est suffisant pour garantir notre objectif de zéro émission nette en 2050. La transition écologique du secteur aérien ne peut être envisagée sans une lecture géopolitique. La rivalité technologique entre les États-Unis, la Chine et l'Europe redéfinit les rapports de force, l'accès aux matières premières stratégiques, la maîtrise des standards internationaux et le leadership normatif sur les technologies critiques. Alors que l'OACI tente de construire un cadre global, les trois blocs s'affrontent sur le terrain des brevets, des alliances industrielles, des exportations et de la diplomatie climatique. Les tensions technologiques sont croissantes avec les restrictions américaines et le développement de COMAC qui menacent le duopole établi. La concurrence est rude sur les marchés émergents. La lutte pour les normes et les standards est également intense avec le EASA, la FAA d'un côté et la CAAC chinoise de l'autre, ce qui pose un risque de fragmentation du ciel réglementaire. Des corporations sélectives existent néanmoins, via des plateformes comme le World Economic Forum, la Clean Sky for Tomorrow Coalition et les dialogues au sein de l'OACI et de IATA. Mais au-delà de la course technologique et des cadres réglementaires, la véritable clé du succès réside dans la capacité de créer des marchés viables pour ces innovations. Paul Cumbaretto, président de la chaire Pégase, nous apporte un éclairage essentiel sur les enjeux économiques et la nécessité d'adapter nos approches. La question qui se pose, c'est celle de la viabilité économique d'un certain nombre de ces innovations. Actuellement, par exemple, il y a de très nombreux constructeurs qui travaillent sur l'aviation régionale électrique ou hybride, qui développent un certain nombre d'innovations qui sont très intéressantes. Pour autant, un certain nombre d'experts sont assez sceptiques sur l'existence d'un véritable marché en termes de passagers. C'est-à-dire que quand bien même cet avion existerait, est-ce qu'il y a vraiment de la demande pour faire des vols à l'intérieur d'une région, pour faire un vol qui ferait 400 ou 500 km. Alors oui, bien évidemment, il peut y avoir quelques personnes qui seraient intéressées, mais est-ce qu'il y a suffisamment de demandes pour rendre ces avions rentables ? Quel serait le modèle, le business model derrière finalement à construire ? Est-ce que ce serait un peu comme un Uber où on aurait un avion électrique à la demande, ou est-ce qu'au contraire ce serait des lignes régulières, un peu sur le modèle des compagnies aériennes régionales ? Et toutes ces questions-là, on a l'impression que pour l'instant, elles passent au second rang derrière la technologie et se pose quand même la question de se dire, bon, c'est très très bien de développer de nouvelles technologies, mais
quand même, encore faut-il s'assurer qu'en face, il y a un marché pour les accueillir. Et j'ai parfois l'impression que ce n'est pas suffisamment le cas, et pour le coup, avoir plus de diversité dans les profils qui seraient recrutés à l'intérieur de ces entreprises, ce qui nécessite aussi d'avoir en face des formations pour pouvoir les former justement à ces besoins, je pense que ce serait un vrai plus. Parce que ça permettrait à la fois d'avoir une bonne vision technologique, mais aussi d'avoir une bonne vision du potentiel marché associé à ces innovations. Ces défis technologiques et de marché s'inscrivent dans une dynamique mondiale plus large, qui ne se limite pas à la seule visibilité économique. Nicolas Gourdin, professeur à l'ISAE Supaéro, nous aidera à prendre du recul sur la dimension géopolitique et même philosophique de cette transition. Très probablement, on doit passer d'une recherche de la performance pure à la recherche d'une meilleure robustesse dans un monde qui va devenir beaucoup plus incertain que ce que nous avons connu par le passé. Et c'est à ça qu'on doit se préparer, et c'est à ça que la simulation numérique doit nous aider, puisqu'on s'appuie aussi évidemment sur les projections des modèles climatiques pour les décennies à venir, et qui nous renseignent évidemment sur les conditions qu'on pourrait rencontrer dans 10, 20, 30 ans ou même au-delà. Toutes les grandes époques ont eu leurs défis. Nous sommes à peu près persuadés, je parle au nom de l'ISAE Supaéro et de mes collègues du secteur académique, que l'intégration de la dimension environnementale et des limites imposées par notre environnement est un des grands défis de ce siècle. Et donc, en ce sens, ça en fait un challenge qui est extrêmement attirant pour nos jeunes, pour les moins jeunes aussi. Donc, je dirais que loin de nous diviser, c'est un sujet qui, au contraire, doit permettre de nous rassembler, les acteurs du monde économique, mais aussi du monde académique, le grand public et le monde politique. Donc, c'est plutôt un message d'espoir, c'est d'espérer effectivement que ces questions environnementales soient un ciment pour les humains et que l'aviation continue d'être un vecteur de paix et de rencontre dans ce monde, et non plus un objet perçu comme contribuant à la destruction de notre environnement. Ces défis environnementaux, comme le souligne Nicolas Gourdin, doivent être un facteur d'unité plutôt que de division, un véritable ciment pour l'ensemble des acteurs. Une vision parfaitement partagée par Kevin Guittet de la Direction générale de l'aviation civile, pour qui la réconciliation des points de vue est essentielle face à ces enjeux cruciaux. L'enjeu aujourd'hui, je pense, c'est de réconcilier les points de vue, de faire que les différentes parties prenantes puissent se parler. Il faut évidemment que toutes les parties prenantes du transport aérien se mobilisent pour décarboner. C'est un enjeu de survie pour le transport aérien. Mais on a le discours de la société civile, de certaines ONG qui s'axent principalement sur la sobriété, doit être vu comme un complément et pas en une opposition. Souvent, malheureusement, il est mis directement en opposition. C'est pour ça que c'est important de se comprendre. À cet égard, du coup, on a monté à la Direction générale de l'aviation civile l'Observatoire de l'aviation durable qui propose comme ça un lieu numérique d'échange sur lequel, alors c'est une bibliothèque documentaire où on trouve les contributions rigoureuses à la fois des parties prenantes du secteur et des ONG, et ce qui permettent déjà de poser un cadre clair et de permettre à la controverse de s'exprimer. Mais c'est un effort qui doit être poursuivi aussi. Encore une fois, il faut comprendre les enjeux, une compréhension mutuelle des enjeux, c'est important. Le leadership aéronautique bas carbone se jouera à 3. Les États-Unis mis sur la disruption, la Chine sur la souveraineté, l'Europe sur l'équilibre entre innovation, régulation et industrie. Avec Airbus et ses partenaires, l'Europe a une carte majeure à jouer. Mais la bataille ne se gagnera pas seulement dans les laboratoires ou les usines, elle se jouera aussi dans les standards, les alliances et l'acceptabilité sociétale. En synthèse, les États-Unis apportent agilité, mais aussi une certaine instabilité politique. La Chine propose une cohérence stratégique, mais reste à évaluer son ouverture. L'Europe, elle, se positionne comme une influence régulatrice, bien que parfois tiraillée. En se projetant vers 2050, plusieurs scénarios sont possibles. Une hégémonie de l'innovation privée aux USA, un modèle dirigiste chinois ou un système hybride et multipolaire où l'Europe pourrait jouer un rôle d'arbitre. Les questions ouvertes demeurent. La volonté politique sera-t-elle suffisante? L'innovation seule pourra-t-elle tout résoudre? Et quel sera le coût de l'acceptabilité sociale de cette transition? Ce 5e épisode clôt notre mini-série consacrée à la décarbonation de l'aéronautique. Nous espérons vous avoir permis de mieux comprendre les enjeux, les acteurs et les mutations profondes de cette transition. Le ciel change et avec lui tout un secteur industriel, économique et humain. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle série du Journal de l'aviation. C'était le podcast de l'aviation. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. Ce podcast est également disponible sur toutes les plateformes de diffusion et sur le site du Journal de l'aviation. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.